On est le 8 décembre 2023 à la présentation du livre de Maître Patrice Tacita, Le serment des femmes aux fantômes de 1967. Merci Maître de nous avoir invités ce soir pour cette présentation de ce beau livre. Alors en deux mots, qu'est-ce qui pourra effectivement inviter et inciter les gens à prendre cet ouvrage? Merci pour ces petits mots. Qu'est-ce qui fera que les gens vont acheter l'ouvrage, voudront le voir? C'est que j'ai essayé de parler de 1067 d'une façon qui ne soit pas une façon historique ni politique, mais d'une façon artistique. Et donc, je pense que là, on rapproche les hommes. Et je n'ai pas voulu qu'il y ait d'ennemis, ni d'amis, ni d'opposants, mais qu'on essaie de comprendre qu'une tragédie humaine s'est produite. Que dans cette tragédie, il y a eu des héroïnes comme Jacqueline Nestor. Il y a eu des gens qui se sont opposés. Et qu'il faut qu'on puisse faire en sorte que tous, que ce soit les victimes ou les auteurs, de sortir par le haut de cette histoire, notamment par le fait que nous l'obité comme un passage, nous l'obité qui a été caché. Il y a notamment dans cette affaire le secret défense qui est en vigueur, qui a été levé partiellement par le rapport Stora d'octobre 2016 qu'on peut trouver sur le site Légifrance, entre parenthèses. Mais ce rapport Stora n'enlève pas tout. Et donc j'ai voulu, moi, à travers ce roman, à la fois faire preuve d'empathie vis-à-vis des victimes, parce que je considère que dans une situation coloniale, la victime, c'est bien sûr celle qui reçoit la balle qui est enchaînée, mais c'est aussi celui qui est traumatisé par une idéologie de domination, qui est victime mentalement aussi. Mais j'ai surtout voulu également faire en sorte qu'à travers l'ouvrage, on puisse vouloir aller plus loin, vouloir provoquer, par exemple, une action de justice, vouloir aussi provoquer, effectivement, le goût de la recherche, et vouloir aussi que les victimes, toutes les victimes, puissent sortir de leur réserve et raconter effectivement ce qu'elles ont vécu pour arriver à approcher la vérité sur cette affaire et faire en sorte que de partager cette vérité en tant que Guadeloupéen, de contribuer ainsi à l'œuvre humaine au-delà des frontières de Guadeloupe, puisque des répressions coloniales, il y en a eu partout, mais c'est vrai que celle de 67, elle est particulièrement féroce par son ampleur et par je dirais, son ampleur dans la durée, c'est-à-dire sur quelques jours, mais une férocité sans nom. Alors, on a filmé l'intégralité de cette présentation sur notre deuxième chaîne consacrée uniquement à la lutte, qui est Canal 97+. Actuellement, on est sur Info Coast TV. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas bien compris, la différence entre les meurtres et les massacres. Alors, c'est une différence d'ampleur, c'est-à-dire que meurtre, c'est le fait de vouloir volontairement porter atteinte à la vie d'autrui. Mais ça peut être que, et c'est souvent, heureusement, c'est souvent en termes d'échelle, le meurtre d'une personne. Lorsque ça devient collectif, c'est une tuerie. C'est-à-dire, une tuerie, ça va être que on tue 5, 6 personnes, 7 personnes, 10 personnes. Mais on va parler de massacre, et c'est le terme employé par le professeur Benjamin Stora, qui a commis le rapport en octobre 2016, lorsqu'il y a un volume tel qu'on est dans un phénomène qui approche la masse. Et donc, le rapport Stora parle de massacre. C'est-à-dire qu'il y a eu la volonté de tuer sur une certaine échelle. Il y a le côté systématique. Et je rappelle les termes d'un de ceux qui géraient effectivement ce massacre, qui sont les termes suivants: tirer sur tout ce qui bouge et qui est noir. Ça, c'est dans le rapport Stora. Donc il y a eu un massacre fondé sur un racisme systémique et fondé aussi sur une volonté délibérée. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tirer après une sommation, on ne dit pas tirer si on vous attaque. On dit le critère pour tirer, il faut que la cible soit une cible nègre, un noir ou noir, il faut qu'elle bouge. Bon. L'ennuyeux, c'est qu'ils sont allés plus loin, ils ont tiré sur tout ce qui était noir qui ne bougeait pas. Il y a beaucoup de gens qui ne bougeaient pas, et qui sont morts. Par exemple, on a ce fameux exemple de cette personne qui était assise devant une boulangerie, hein, et qui a été mise en joue et qui a été exécutée. Et d'ailleurs, le témoin qui était présent rapporte que l'impact a été tel que toute sa chemise a été éclaboussée de la calotte crânienne de celui qu'on venait d'exécuter.
C'est pour vous dire que comment il y avait cette volonté d'effrayer, mais qui était aussi une volonté de faire en sorte que les Guadeloupéens ne puissent jamais se révolter. Et ça répond effectivement à l'idée qui a été émise tout à l'heure par Maître Chevry, Evita, qui assistait à nos débats, et qui a dit qu'effectivement le bâtonnier Rhodes a indiqué que jusqu'en 67, le nègre guadeloupéen était vu comme étant quelqu'un de robuste, d'impétueux et de courageux, qui n'avait peur de rien, et que 1067 a tellement traumatisé le peuple guadeloupéen que les Guadeloupéens sont devenus des gens qui étaient non pas lâches, mais qui avaient une certaine appréhension au mouvement de masse, parce que ça a été un événement dont l'ampleur et l'intensité de la répression ont été telles qu'ils ont durablement traumatisé une communauté humaine qui est la communauté guadeloupéenne. Effectivement, ce massacre qui a commencé par environ un nombre à peu près aux alentours des 40 morts, ensuite apparemment plus de 80 morts. Je me rappelle au niveau de la lutte du collectif des organisations en lutte, ils avaient dit qu'il y a un médecin qui avait dit qu'au niveau de l'hôpital, il avait compté plus de 100 morts. Donc au jour d'aujourd'hui, combien de personnes, vu que c'est toujours incertain, combien de personnes on peut dire qui ont été des victimes de cette guerre? Alors, je m'en voudrais de donner un chiffre inexact, d'autant plus que actuellement avec Maître Chevry ici présent, mais aussi avec Bâtonnier Ezelin, Maître Devers, Maître Sarah Aristide, Maître Gilles Labal et d'autres confrères, nous sommes, s'il y en a que j'ai oublié qui me l'excuse, nous sommes dans un processus d'action-justice. Donc je ne voudrais pas, et ça c'est l'avocat qui reprend sa robe, je ne voudrais pas, je fais du sérieux attaché à notre travail, à nos fonctions, être dans des errances en termes de chiffres. Ce que nous savons, c'est que le chiffre de 87 morts a été donné par un ministre qui par ses fonctions, a forcément eu accès à ce nombre d'archives. D'ailleurs, il a dit, hein, il suffit de prendre des archives sur Internet, on verra ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que le rapport sera par le massacre. Ce que nous savons également, c'est que certains témoins qui ne sont plus là, mais qui ont déposé, notamment le docteur Feu Eugène Plumasso, qui était chirurgien dentiste, le frère du docteur Plumasso, qui est encore vivant, et qui est père de notre confrère bâtonnier Plumasso. Eugène Plumasso a dit qu'il avait eu l'occasion de voir un certain nombre de personnes faisant l'objet d'exécutions sommaires et dont les corps avaient été entreposés dans la cour de l'actuelle sous-préfecture à Pointe-à-Pitre. Ça a été dit clairement. Nous avons un témoignage du père Jazor, qui est aujourd'hui décédé, mais qui a témoigné, qui a dit que dans l'après-midi, il y a déjà des affrontements qui tournent dans l'affrontement ethnique à Pointe-à-Pitre. Devant sa librairie, il voit quelques jeunes qui maltraitent un blanc. Ces jeunes le reconnaissent et ils leur insignent d'arrêter. Et ces jeunes arrêtent et le blanc peut poursuivre sa route. D'ailleurs, il accompagne le blanc à son véhicule et ils oublient de partir. Le soir, le père Jazor, qui est quelqu'un qui était haut en couleur, hein, et qui était quelqu'un de très respecté, il est donc dehors et il se fait prendre par un véhicule de gendarmerie. Et il se fait prendre, on le bat, et il est mis dans une geôle à la sous-préfecture. Dans cette geôle, il assiste à des séances de torture, il entend des rafales également, et puis, au bout d'un moment, il se cache sous des corps, parce qu'il a peur qu'on l'exécute. Mais le problème, c'est que quand on vient pour retirer les corps, on le voit. Et la chance qu'il a, parce qu'on partait pour l'exécuter, la chance qu'il a, c'est que le blanc qu'il avait sauvé est parmi ceux qui sont en charge du travail, entre guillemets. Et ce blanc qu'il a sauvé lui dit, écoute, toi, tu peux partir. Donc on a quand même des témoignages. On a des gens qui ont témoigné. Et nous avons aussi le témoin, un des témoins, c'est le professeur Bastaro, Marie-Galantais éminent, un Guadeloupéen éminent, un des premiers professeurs de médecine guadeloupéen, qui va opérer toute la nuit du 26 au 27 mai, qui opère et qui raconte qu'il a déposé aussi ses blessures par balle, des blessures qui naissent aucun doute sur l'ampleur des massacres. Il est assisté par une dame qui est la belle-mère de nos anciens confrères, c'est Mme Tarrer, ancienne dirigeante communiste de Pointe-à-Pitre, qui est sage-femme, infirmière à l'époque, et qui dit, elle est encore vivante, je crois qu'elle a près de 100 ans, elle est encore vivante, elle dit, elle a témoigné à plusieurs reprises, il y a des témoignages qui sont audio, il y a des archives cinématographiques qu'on peut voir. Elle dit avoir vu des corps qui étaient amenés à l'hôpital, des corps blessés par balle. Elle a vu ça, elle l'a vu.
Elle a vu les gens qui se cachaient. Elle a caché aussi des gens parce qu'elle dit qu'à la morgue, des gendarmes sont venus à la morgue chercher ce qu'elle veut dire terroristes. Donc elle dit qu'elle a caché les gens dans la morgue, sous les draps. Elle le dit. Hein. Donc on n'a pas les chiffres précis, mais on a une idée de l'ambiance quand on prend. Par exemple, il y a aussi des militants qui disent que il y a eu des exactions qui ont été commises aussi vers la rivière Salée. Donc des gens qui sont blessés, qui sont laissés pour morts, mais qui, de peur d'être découverts, vont se vider de leur sang. Et donc ces gens-là sont récupérés sous les voitures après. Bon. Il y a aussi beaucoup de gens, je l'ai dit, qui vont arriver à rentrer chez eux, mais qui rentrent chez eux et qui meurent chez eux parce que bon, ils ne sont pas soignés, ils ne peuvent pas sortir, etc. Bon. Il y a des gens, on a un client pour lequel on a déposé plainte, lui, on lui tire dessus. Et la balle traverse sa poitrine, il rentre chez lui, il est encore vivant ce monsieur-là. Il a déjà dit, il y a des gens qui vont dormir aussi dans les cimetières parce qu'ils ont peur de. Donc il y a quand même, si on parle de massacre, je pense que c'est un chiffre qui est assez conséquent. Et je pense que c'est parce que ce chiffre est conséquent qu'il y a une peur de l'État d'être jugé, encore à ce stade-là, et qui entraîne qu'on ne dise pas la vérité sur cet aspect-là. Alors, on parle de massacre, on parle de guerre, d'assassinat, et dans ce livre, vous parlez beaucoup des femmes, notamment une femme, Jacqueline, l'héroïne de ce livre qui sort effectivement du côté homme de combat, et effectivement, une femme est mise en avant. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette héroïne? Jacqueline Nestor venait de se marier quand les événements se produisent, je crois que ça avait moins de 1 an de mariage. C'est une très belle femme. On raconte aussi, il y a des photos aussi qui montrent que c'est un très bel homme, Jacques Nestor. Donc c'est un peu le couple idéal, quoi. Elle est institutrice, lui il est marin pêcheur. C'est aussi quelqu'un qui est technicien frigorifique, donc il avait pour projet de faire en sorte de créer une mini-usine de poissons, de produits de la mer. Donc c'est l'Oricisque. Quelqu'un de très populaire. Et ce couple-là est vite en but à la réalité parce que Jacques Nestor, son père c'est un Guadeloupéen, militaire de carrière, mais sa mère c'est une blanche. Et quand il arrive ici, ils se rendent vite compte que l'idéal républicain, c'est pas pour les nègres. Donc il s'investit vite dans la lutte. Et en fait, ça va être un investissement avec la force de l'éclair parce que il sera fort et il va pas durer longtemps parce c'est la première victime. Il est tué assez rapidement. Alors on dit que on ne sait pas trop bien qui a tiré dessus, mais beaucoup de gens estiment que c'est le commissaire Canales qui lui a tiré dessus. Canales qui est mort il n'y a pas longtemps. Je crois que Canales est mort en 2007, il n'y a pas très longtemps. Hein. Il est mort dans son lit de mort. Et donc, il se trouve qu'il y a cette femme qui va rester là. L'image que je garde d'elle, parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer en lui présentant mon ouvrage en termes de manuscrit, c'est une femme qui était très digne, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, mais qui était très digne, et mais on sent, il y a une rancœur, il n'y a pas d'apaisement. Parce que elle estime qu'on lui a retiré l'amour de sa vie et qu'il n'y ait aucune réparation, ça a été difficile. Et quand je lui ai présenté mon ouvrage, elle était assez contente. Et je rêvais, parce que ce qui était convenu, c'était que je présente l'ouvrage en même temps qu'elle. Et malheureusement, elle est morte quelques mois, quelques semaines avant la publication de l'ouvrage. Donc ça m'a encore renforcé dans l'idée de lui dédier et de faire en sorte qu'elle soit l'héroïne de cet ouvrage. Et je le redis encore, trop souvent en Guadeloupe, les femmes jouent des rôles importants cardinaux et ces rôles sont méconnus alors même que ils ont une fonction qui est souvent une fonction initiatrice. Si on prend par exemple le rôle de Jacqueline Nestor, apparemment effectivement elle est restée très discrète,
Mais moi, une chose qui m'a étonné, et sans dire long sur son courage, il faut bien se rendre compte, à l'époque, être femme de militants, c'était être femme de personnes qui étaient dans la clandestinité. C'est des gens qui, le GONG est une organisation qui est clandestine. Parce que le GONG est pour la souveraineté nationale, parce que le GONG envoie des gens rencontrer Mao Tse-tung. On a des photos de militants du GONG qui ont rencontré Mao Tse-tung. Le GONG envoie des gens à la conférence des pays non alignés. Le GONG a un plan de lutte militaire. Donc, le GONG, c'est ça. Et donc, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une tradition en Guadeloupe. C'est que dans certaines circonstances, ces femmes n'assistent pas à l'enterrement des époux. Le corps part, mais la femme reste. La femme reste à la maison. Dans le cas de Jacques Nestor, il y a Jacqueline Nestor qui est en tête du cortège. Il y a des photos de l'époque, hein, notamment dans le livre de Saint-Ouen et de Gama. Il y a des photos. Il y en a dans le livre aussi de Laurent Faroudia sur le fait national guadeloupéen. On voit Jacqueline Nestor, mais déterminée, fière. J'ai pensé un peu non, à Solitude beaucoup, mais dans le style à la femme de Kennedy. Dans le style, c'est-à-dire, elle est pas dans. Alors, bien sûr, j'imagine qu'elle a dû être détruite par cet événement. Mais il y a une fierté, parce que je pense que c'est une femme qui avait accepté d'être une femme de militant et qui n'avait pas peur. Et moi, j'ai voulu aussi dire à travers cet ouvrage que ne faut pas confondre la nature et la posture. Nous avons souvent en Guadeloupe des postures de gars viril, etc., etc. Mais ce n'est pas souvent la nature. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être aussi. Souvent, les femmes guadeloupéennes ont une posture qui apparemment n'est pas très surgissante. Et je pense à beaucoup à une autre qui est dans la salle actuellement, qui me regarde parler. Mais elles ont une nature terrible. Et sans ces femmes, on ne ferait pas grand-chose. Donc j'ai voulu aussi réhabiliter à travers Jacques Nestor toutes les femmes guadeloupéennes qui, à un niveau ou à un autre, discrètement ou pas discrètement, petites mains aux grandes mains, petites mains aux grands discours, ont contribué à édifier ce peuple et à projeter ce peuple dans ses espoirs. La libération de peuple, ce n'est pas que quand le drapeau est ici qu'on met l'occupant dehors, hein. C'est à partir du moment où on arrive à ancrer dans un peuple un rêve, et nous avons un exemple imminent ces jours-ci, et que, quels que soient les bombardements que subit ce peuple, bombardements idéologiques, bombardements militaires, bombardements au niveau des symboles de la symbolique, bombardements de la politique de consommation capitaliste, malgré tout ça, il reste debout. Et je pense que j'ai voulu faire un consignant montrant effectivement toutes ces femmes amérindiennes qui ont résisté, toutes ces femmes africaines qui ont résisté, toutes les solitudes qui ont résisté, tous les gertières, etc., jusqu'à arriver effectivement à Jacqueline Nestor, parce que quelque part, pour moi, elle est à la tête de toutes ces femmes. Merci beaucoup, maître. Donc, on ne va pas trop en dire pour laisser aux auditeurs d'aller récupérer cet ouvrage. On vous dit merci encore de nous avoir reçus et à très bientôt.